Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Comme premier sujet, on va vous parler d'un dossier important pour la région. C'est un projet de logement social qui est menacé faute de financement. Pour nous en parler, je reçois Mme Marie Tessier, qui est la directrice générale d'Odis Mopolis, qui est l'organisme derrière ce projet. Mme Tessier, bonjour. Bonjour. Bon. Donc, je parlais de faute de financement. Parlez-nous un peu de ce projet-là, concrètement, ce que c'est exactement. C'est un projet de 24 logements pour les personnes autistes qu'on dit à haut niveau de fonctionnement, anciennement appelé Asperger, avec un locataire de soutien et non de surveillance, mais de soutien, puis les nouveaux bureaux d'Autismopolis. Bon. Ça, c'est un projet là, concret pour Saint-Jean-sur-Richelieu, oui, c'est ça? C'est bon. ça. Oui. Et vous avez cru bon de faire une conférence de presse pour dénoncer justement la situation, ce manque de financement-là. Peut-être expliquer la situation, là, pourquoi on est en manque de financement pour ce projet-là, qui, à première vue, là, est nécessaire et primordial pour ce genre de clientèle-là, justement. Quand on dépose des demandes de subvention, que ce soit à la Société d'habitation du Québec ou à la SCHL au fédéral, il faut être prêt à construire. Ça veut dire qu'il faut avoir nos terrains, il faut que les études de sol soient faites, les plans d'architectes, les plans d'ingénieurs. Donc, c'est beaucoup de centaines de milliers de dollars qu'il faut investir. Après ça, on dépose la demande de financement et là, elle tombe en études. Quand on a déposé, nous, on était prêts à construire. Normalement, mi-septembre, on devait commencer la démolition là, des bâtiments qui sont sur les terrains actuels. Là, finalement, c'est retardé, puis ça risque d'aller au mois de mars avant qu'on puisse commencer. On nous a dit, à la SCHL au fédéral, on nous a dit, il n'y a plus d'argent dans les coffres. Bon. Ça, c'est au mois de juin qu'on OK. dit ça. Ouais. Bon, parfait. Justement, la SCHL, la position de la SCHL a été dénoncée par la députée de Saint-Jean, Christine Normandin. Ouais. On va voir d'ailleurs un extrait de son communiqué. Vous avez eu une rencontre avec Mme Normandin à ce sujet-là. Qu'est-ce qui en est ressorti? Qu'on n'est pas les seuls. Dans pratiquement toutes les régions du Québec, il y a des organismes communautaires comme la nôtre qui vivent la même situation. Donc, ils se retrouvent prêts à construire, mais qui ne peuvent rien faire parce qu'ils attendent les subventions. Bon. Vous avez mentionné que vous avez déjà investi beaucoup d'argent dans ce projet-là et que là, évidemment, les sous ne rentrent pas. Donc, est-ce que ça peut mettre en péril, justement, l'organisme en tant que tel? Parce que là, évidemment, vous avez pris des fonds destinés à d'autres choses pour investir dans ce projet-là et là, ces fonds-là n'existent plus, c'est ça? Bien, les subventions n'arrivent pas, donc ça va être de décider est-ce qu'on poursuit le projet ou pas. Cette semaine, le conseil d'administration va se réunir pour savoir si on continue ou pas, on attend encore. Parce que pendant ce temps-là, il faut comprendre qu'on a des frais d'assurance à payer pour les deux bâtiments qui sont assez dispendieux, les taxes municipales encore qu'on paye, tous les frais qui sont fixes quand même si on n'a pas commencé à construire, il faut continuer à payer. Bon, c'est ça. Vous l'avez mentionné aussi, vous avez rempli tous les critères là, pour obtenir ces financements-là. Là. Oui, on était vraiment prêts là, à construire. Les papiers ont tous été envoyés. Il manquait un document, mais rien n'empêche qu'on nous a dit il manque de financement, les fonds sont vides, on ne pourra pas vous tomber sur la liste d'attente. C'est au mois de juin. C'est quand même plusieurs mois. Donc là, on est comme à la limite. Là. OK. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet-là, concrètement? L'organisme, ça faisait une dizaine d'années qu'il y avait des allées et venues là, pour le projet. Intensivement, ça fait 2 ans et demi, à peu près. Ouais. On en parlait un peu avant l'entrevue. Il y a peut-être une lueur d'espoir avec le budget fédéral, probablement, là, pour que la SCHL puisse avoir les fonds nécessaires pour aller dans ça, c'est quand le budget va sortir. Oui, c'est ça, exact. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Donc plus ça étire dans le temps... Plus c'est des frais pour nous. Oui, plus ça met en péril le projet et l'organisme. Oui, puis plus les coûts de construction augmentent aussi de mois en mois. On ne sait pas, là, dans 6 mois, qu'est-ce que ça va être, le coût de construction. En 2 ans et demi, ça fait 3 fois qu'on reprend le budget. Oui. Donc, vous dites que ça fait 10 ans que vous travaillez sur ce projet-là. Donc, ces besoins-là existaient il y a 10 ans. Oui. Donc, évidemment, ça existe encore. Évidemment, peut-être que les besoins sont plus grands aujourd'hui que ces besoins qu'il y a 10 ans. Donc, évidemment, là, quand vous parlez du temps qui s'accumule, qui s'étire, c'est loin d'être évident là, pour la mise en place de ce projet-là. Là. La mise en place, mais aussi pour les personnes qui attendent après leur logement, les familles qui attendent... Il y en a combien? 43 demandes. 43 demandes de réservation qu'on a actuellement. Puis le projet de construction de logements, c'est 24 logements? Oui. Donc, même si on construit ça... C'est pas suffisant. C'est pas suffisant? Oui, c'est ça.
OK. Est-ce que la Ville vous aide dans ce dossier-là? Oui, la Ville nous aide. Tout est prêt du côté de la Ville. Vraiment, on est vraiment prêt. C'est le budget provincial, le budget fédéral qui fait en sorte les subventions qui font en sorte qu'on ne peut pas construire. Donc, on a parlé de la CHL qui est fédérale, mais au niveau provincial, c'est des subventions. La SHQ, ouais. OK. La Société d'habitation du Québec. Donc, on dirait que ces deux organismes-là se parlent pour freiner les affaires, mais c'est deux affaires différentes. C'est deux affaires différentes. Du côté du Québec, c'est vraiment le temps que ça prend pour étudier les dossiers qui fait que c'est très, très long et que ça peut mettre en péril des projets. Bon, on a ciblé un site, j'imagine, pour la construction de oui. C'est ça? Oui, sur la rue l'avenue Charles-Henri Hébert. OK. Ouais. C'est là, d'ailleurs, vous avez tenu la conférence de presse, je pense, de façon symbolique pour démontrer, justement... qu'on est prêt. Oui, vous êtes prêt, hein, c'est ça? Oui. Bon, c'est peut-être un autre dossier, mais on parlait de déménagement à Chambly, je pense. Oui. Peut-être nous expliquer ce dossier-là un peu, là... Qu'est-ce qu'il en était exactement? C'était une problématique de communication là, entre la Ville et l'organisme, ce qui s'est réglé là, avec le temps. On a mis le pied sur l'accélérateur, justement, pour être prêt à commencer à construire à l'automne. Okay. Donc, Chambly devient, dans le fond, probablement un espace pour notre phase 2 du projet. Parce que la demande est quand même là à travers la Montérégie. Non, mais il y avait quand même eu des démarches au cas où ça ne fonctionnait pas, que le projet soit construit à Chambly, c'est ça? C'est ça, oui. OK. Bon, on va parler un peu de l'organisme en tant que tel. Oui. Vous l'avez dit, là, ça s'adresse à une clientèle fort particulière, mais peut-être nous parler un peu là, des services que vous donnez à la population. On offre une formation de préparation à l'emploi qui est sur 43 semaines environ. Donc, on les aide à travailler sur toutes les sphères de leur vie par rapport à l'autonomie. Que ça soit faire leur budget, se faire à manger, mais aussi la recherche d'emploi, faire son CV. On les fait pratiquer à faire des entrevues. Donc, c'est vraiment... c'est pas juste du théorique qu'on va leur donner. Là. Bon. Cette clientèle-là, donc, elle est particulière. J'imagine que vous avez besoin de ressources, même de bénévoles pour aider ces gens-là, justement? On travaille avec des éducatrices spécialisées ou des travailleurs sociaux qui ont quand même une formation de base là, avec l'autisme, qui ont certaines connaissances. Puis nous, on va les faire former aussi, là, vraiment en lien avec l'autisme. Bon. Vous avez parlé que pour les logements, c'est 43 demandes que vous avez, mais j'imagine que la clientèle est plus importante que ça. Oui, la clientèle est plus importante que ça, là, ça c'est sûr. Parce qu'on n'a pas vraiment publicisé notre projet. OK. Donc, c'est le bouche à oreille là, qui a fait son chemin. Bon. Il y a des activités de socialisation aussi que vous faites avec votre clientèle. Peut-être nous en parler un peu. Oui, c'est ça. Le vendredi, c'est Donjons Dragons. Ça doit faire au moins 15 ans que ça existe. Le vendredi soir, c'est Donjons Dragons. Mais ça, c'est ouvert à toute la population. Donc, on veut vraiment travailler sur... on veut pas que ça soit juste des personnes autistes. On veut qu'ils socialisent avec toute la population. Oui, c'est ça. On a ça. Puis on a des groupes de partage aussi le mercredi, un mercredi sur 2, puis un jeudi par mois. Là. On a des groupes juste pour les femmes aussi. Bon. On a parlé de financement tantôt. Est-ce qu'il y a des activités de financement que vous faites au fur et à mesure de l'année? Est-ce que c'est des contributions volontaires du public? Comment ça fonctionne, là, le financement pour l'organisme? Sur le site Internet, les gens peuvent aller sur notre site puis acheter des briques. Ah bon? Ou est-ce que dans l'entrée, leurs noms vont être écrits sur des briques? Ils sont au coût de 30 60 là, dépendamment de quelle catégorie qu'ils veulent contribuer. Puis, on a des campagnes de financement qui s'en viennent, mais je ne peux pas en parler tout de suite. OK, d'accord. Pour venir au projet, donc, si ça retarde trop, est-ce qu'il y a une limite, une date butoir pour dire au projet, bien là, on ne peut plus aller de l'avant, c'est terminé malheureusement, ou on va tenter d'étirer le plus possible pour justement avoir ces logements-là? Là, ça fait un mois qu'on étire. Ouais, okay. Donc, on est déjà en train d'étirer. Comme j'ai dit mardi, le conseil d'administration va prendre la décision si oui ou non on poursuit le projet ou pas, ou si on met en vente les 2 terrains, puis on abandonne le projet. OK, parce que c'est ça, les terrains vous appartiennent. Oui. Il y a eu des investissements de fait. Oui. On a fait un emprunt. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est suffisamment avancé, mais malheureusement, c'est stoppé par un manque de financement. Oui. Et on espère d'ici là que... Puis on est éligible là, au financement. Là. C'est juste que ça bloque dans la bureaucratie. Bon, oui, c'est ça. Comme c'est souvent le cas, malheureusement, dans plusieurs dossiers. Mais on nous demande d'être prêt à construire. Il faudrait qu'il soit prêt à financer à ce moment-là. Ne demandez pas d'investir des millions, des centaines de mille dollars
pour construire si vous n'êtes pas prêt à financer en arrière. On n'est pas une entreprise privée. C'est ça ce que j'allais dire. Les entreprises privées, c'est beaucoup plus facile de faire ces démarches-là. D'obtenir des emprunts oui, exactement. aussi. Oui, de notre côté, dès qu'on nomme logement social dans les banques ou les caisses, c'est pas très bien vu, là. Effectivement. Donc, on va espérer que le projet aille de l'avant le plus tôt possible, parce qu'évidemment, c'est nécessaire et je pense que, en tout cas, votre clientèle mérite effectivement ce genre de logement ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci de m'avoir reçu. Merci. On fait une courte pause et on vient tout de suite après. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Évidemment, les prochaines semaines seront consacrées beaucoup aux élections municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais il y a d'autres municipalités qui seront en élection, notamment Chambly. Et je reçois le premier candidat annoncé à la mairie de Chambly, M. Mario Lambert. M. Lambert, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Bien, on va apprendre à se connaître. D'abord, présentez-vous un peu. Là, quel est votre parcours et pourquoi vous vous présentez à la mairie de Chambly? Alors d'abord, j'ai déjà été membre du conseil de ville de Chambly de 2017 à 2021. J'ai même été le premier maire suppléant de l'après-ère Lavoie. Donc, j'ai déjà roulé ma bosse pas mal dans la politique municipale. Puis, je fais de la politique municipale active depuis plus de 13 ans, en fait, depuis qu'on a déménagé à Chambly. Donc, j'ai été interpellé par de nombreux dossiers. Puis, je suis le cofondateur du parti maintenant éteint, Démocratie Chambly, qui avait porté au pouvoir Mme Labbé. À l'époque, là, le 23 juin 2019. Bon, justement, vous avez fait équipe avec Mme Labbé. Absolument. Là, on ne connaît pas ses intentions, mais de toute façon, si elle se présente, vous allez être contre elle. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte là, que là, les chemins se sont séparés entre vous et Mme Labbé? Alors, en fait, Mme Labbé a quitté le parti politique, donc c'était pas avec moi directement. Donc, ce qui s'est passé, essentiellement, le 12 mars 2020, donc une journée avant l'état d'urgence au Québec, Mme Labbé a annoncé qu'elle ne voulait plus faire partie du Parti Démocratie Chambly. La cause qu'elle a évoquée, ça a toujours été un peu nébuleux. Enfin, il faudrait lui demander. C'était des opinions qui n'étaient pas conciliables. Donc, elle soulignait le fait que dans le parti, il y avait des lignes de parti et pourtant, notre parti a voté souvent les uns contre les autres. Et puis là, le dernier mandat de Mme Labbé, pendant les 4 dernières années, il n'y a pas eu de vote en tant que tel, là, jamais. Puis pourtant, c'est une équipe d'indépendants. Bon. Donc, quelle est votre réflexion? Donc, vous étiez conseiller, mais quelle est la réflexion qui vous a amené à dire, bon, bien là, cette année, je me présente à la mairie, je veux être maire de Chambly. Quelle a été la réflexion derrière tout ça? Alors, bien, il faut se rappeler, jusqu'en 2021, j'avais décidé de ne pas me représenter. La raison principale, notre famille venait d'acheter un commerce à Chambly. On l'a acheté, en fait, 9 mois avant la pandémie. Donc, on a eu beaucoup de difficultés financières là, occasionnées par la pandémie. On a été fermé quasiment 6 mois. Alors, puis en plus, j'avais un travail à cette époque-là. Mais en 2023, je suis tombé à la retraite. Donc, j'ai plus de temps, puis j'adore la politique municipale. En fait, j'aime beaucoup le monde. J'ai travaillé avec le monde toute ma vie. Au service à la clientèle de différentes personnes. Donc, j'aime ça. Je m'implique à toutes les assemblées du conseil. Je vais là, je pose des questions. Donc, c'est une sorte de passion qui est venue un peu sur le tard. Là. Bon. Quelle serait votre qualité première si vous êtes élu maire ou encore les qualités qui vous amènent justement à vous présenter, là? Quelles seraient vos principales qualités? Alors, ce qui me différencie des autres candidats, essentiellement, bien, je vous l'ai dit, il y en a une. En fait, il y a deux qualités, je pense, qui me différencient. La première, je suis bon avec le monde. Donc, j'ai travaillé dans le service à la clientèle toute ma vie. J'ai été conseiller en placement, planificateur financier. J'ai travaillé dans le milieu institutionnel. Donc, j'ai travaillé avec toutes sortes de gens.
J'étais un bon communicateur. J'aime ça, diriger l'Assemblée du Conseil. Je l'ai déjà fait. J'ai une écoute active très développée. Je fais du porte-à-porte depuis le mois de mai. Je suis rendu à 16 semaines de porte-à-porte. J'ai 74 rues de fête. J'aime ça aller voir le monde. J'aime ça écouter le pouls de la population. Fait que ma première qualité, je suis bon avec le monde. La deuxième, bien, de par mon métier, mon ancienne carrière, j'ai la notion fiduciaire très développée. Ben, c'est quoi ça, la notion fiduciaire? C'est que la Ville, essentiellement, collecte des sous de la part des contribuables, puis elle doit les dépenser. Avant de dépenser, il faut toujours se poser la question en quoi cette dépense-là va bénéficier mes citoyens. Est-ce que j'ai dépensé trop cher? Est-ce que je fais preuve de diligence? Est-ce que je fais preuve de prudence dans mes dépenses? Puis ça, bien, on le voit un peu dans les médias, surtout au niveau provincial, que c'est important qu'il y ait des politiciens là, qui fassent attention là, aux sous, la manière qu'on les dépense. Bon. Avant de parler de sujets précis, vous avez fait partie d'une équipe, vous avez même créé un parti. Oui. Là, vous vous présentez comme candidat indépendant, sans équipe. Pourquoi? C'est une très, très bonne question. En fait, pour ceux qui connaissent un peu la politique municipale, se présenter de manière indépendante et se présenter en parti, ce n'est pas les mêmes règles au niveau du DGEQ. Lorsque tu te présentes de manière indépendante, c'est beaucoup plus souple. Au niveau des dépenses, de l'organisation, c'est plus facile que de se présenter dans un parti. Dans un parti, il faut maintenir des membres, il faut tenir des réunions, il faut avoir des assemblées. C'est beaucoup plus lourd. Comme j'avais déjà vécu l'expérience une fois, en créant un parti, j'avais le goût d'essayer quelque chose de différent. Ceci étant dit, c'est sûr qu'après un an que j'ai mis ma mise en candidature, il se crée des alliances, il se crée des atomes crochus entre différents candidats. Puis, j'ai des candidats avec qui je m'entends très bien, même les candidats qui sont actuellement en poste. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des conseillers qui vont se présenter puis qui vont s'afficher ouvertement, là, membres de mon équipe. Bon, parfait. On va attaquer quelques dossiers maintenant de la Ville. Un dossier qui a été récemment parlé lors du conseil municipal, c'est les équipements sportifs. Ça a été discuté. La Ville, actuellement, ne semble pas vouloir. En tout cas, l'argent est insuffisant pour gérer les équipements sportifs à Chambly. Vous souhaitez qu'on en fasse davantage. Peut-être nous parler un peu de votre position dans ce dossier-là. Qu'est-ce qui doit être fait pour les équipements sportifs à Chambly? En fait, il y a beaucoup de choses à faire pour les équipements sportifs. En fait, ma première objectif, une fois élu, je l'espère, c'est de recentrer Chambly vers sa véritable nature. La véritable nature de Chambly, c'est une ville familiale. Donc, on a besoin d'équipements sportifs, de parcs, etc. Au cours des dernières années, soit qu'on a abandonné des équipements sportifs, ou soit qu'on a des équipements sportifs qui ont brisé, puis qu'on est toujours en attente de les faire réparer, notamment la piscine extérieure qui est non opérationnelle depuis 2 ans. Mais il y a d'autres choses aussi. Il y a, par exemple, le terrain de gazon synthétique là, pour le soccer, qui est une promesse qui date d'il y a fort longtemps. Donc, les gens attendent toujours pour avoir ce terrain-là. D'ailleurs, ils nous confient, lorsqu'on fait du porte-à-porte, qu'ils viennent à Saint-Jean jouer dans le terrain intérieur. Et puis, il y a d'autres infrastructures aussi importantes. On parle des parcs de baseball, on parle de l'aréna aussi qui a besoin d'amour. Alors, plusieurs équipements sportifs à Chambly ont besoin d'être un petit peu relancés. En fait, c'est l'entretien des équipements sportifs, généralement, ou des projets, par exemple, en 2019, j'avais envoyé un message texte à Mme la mairesse parce que j'étais super enthousiaste. J'étais ici, à Saint-Jean, en arrière de votre aréna, là, Marcel Larocque, je pense. Oui, dans le quartier Iberville. Dans le quartier Iberville, il y a un très beau pump track. Oui. Fait qu'on avait fait mettre ça sur le PTI. Il faut comprendre que depuis 2016, au Québec, il y a 80 pump tracks qui ont poussé un peu partout. L'Haute-Carignan, il y en a à côté de chez nous, Sainte-Julie, Saint-Jean, Saint-Bruno, il y en a partout, sauf nous. Puis c'est un projet qui était sur le PTI puis qui a été tout simplement abandonné puis qui me semble très porteur auprès de la population. Donc, équipements sportifs qui manquent d'entretien et équipements sportifs qui mériteraient d'être installés à Chambly. Bon. L'autre gros dossier, c'est évidemment... l'ancien golf de Chambly. Oui. Bon, il y a un projet actuellement. Vous vous situez où là-dedans? Écoutez, c'est un projet qui est assez nébuleux parce que lorsque vous allez sur le site de la Ville puis vous regardez les plans puis les projets qui sont là, c'est tout le temps en situation préliminaire. Donc, ce que l'on sait, c'est que le golf va être subdivisé en 2 parties, 30 développés, 70 qui seraient municipalisés. On ne sait pas encore ce qu'il va y avoir sur la partie municipale. Et le 30 qui serait développé serait divisé en 2 sections. Une section qui serait construite sur le boulevard Périgny et une section sur le boulevard Martel.
Curieusement, j'ai été membre moi-même de l'atelier urbain. Le plan qui a été sorti à l'atelier urbain, qui semblait rencontrer tous les objectifs de la table, ce n'est pas le plan qui a été retenu. Donc, ce qui avait été présenté à l'atelier urbain, il y avait un plan là, que les gens semblaient très heureux. C'était un développement uniquement sur Périgny. Or, lorsqu'ils ont présenté le plan avec la section sur Martel, il me semble que la section sur Martel ne suscite pas autant d'acceptabilité sociale que la section sur Périgny. En fait, la Ville a la raison de vouloir développer ce parc-là pour atteindre 4 objectifs. On a un objectif de un petit peu donner de l'air au quartier qui est juste desservi par une rue. On a un objectif de changer une piste cyclable de place qui est mal située, qui passe dans la cour des gens. On a un objectif de doter justement un parc pour enfants, parce que c'est un quartier qui est très densifié. Oui. On n'a pas de parc pour enfants. Puis évidemment, bien, doté de logements et de commerces de proximité. Donc, toute la section sur Périgny remplit ces objectifs-là. La section sur Martel ne le remplit pas, puis les gens se questionnent sur pourquoi c'est comme ça. Ceci étant dit, l'entente tripartite entre la Ville, le promoteur et le vendeur du terrain a été reportée au 31 décembre 2025. Donc, c'est vraiment la nouvelle administration qui va avoir à organiser les derniers détails par rapport à ça. Ma position à moi, puisque j'ai fait largement de porte-à-porte dans ce coin-là. Et je pense que vous avez suivi ça depuis le début, là, depuis les premiers balbutiements de ce projet-là. Là. Puis j'y habite en plus. Voilà. Donc, force est d'admettre qu'il y a une acceptabilité sociale pour la section Périgny. Les gens, lorsqu'on leur dit qu'il va y avoir des commerces de proximité, une rue pour les désenclaver, ils sont très contents de ça. Quand on leur parle de la section Martel, il semble avoir moins d'acceptabilité sociale pour cette section-là. Bon, parfait. Vous souhaitez aussi doter Chambly d'un centre communautaire adapté. Ça fait partie de vos priorités. Absolument. Donc, à Chambly, on n'a pas de centre communautaire. Ce qu'on avait, c'est un sous-sol d'église. Le sous-sol d'église servait à différents organismes. C'est un sous-sol qui est quand même assez grand, là, les sous-sols d'église. Donc, il permet à des organismes de se réunir puis de tenir des événements un petit peu plus d'envergure où il peut y avoir 100 puis 150 personnes. Cette église-là, elle a été vendue. Les organismes ont été mis à l'extérieur. Il y a même que la Ville, à un moment donné, pensait acheter cette église-là. Ça aurait été une bonne chose. Donc, parmi ces organismes-là, on a des organismes qui ont versé sur les 20 dernières années 100 000 à la communauté. Puis d'ailleurs, cet organisme-là, puis je ne vous le laisserai pas, il veut s'en venir à Saint-Jean, mais on ne le laissera pas faire. C'est sûr que si je suis élu, on va trouver une alternative à ça pour garder cet organisme-là à Chambly. Bon. Vous parlez aussi de densification, d'urbanisme, développement responsable. Peut-être nous expliquer un peu là, votre position là-dedans. Absolument. Donc, Chambly a fait un choix particulier ces dernières années. Si vous regardez des villes comme Belleuil, pas tellement loin, Sainte-Julie, Saint-Bruno, Brossard, en général, lorsqu'on va mettre des projets de grande densification, on va aller les mettre près des grands artères. Pourquoi? C'est la logique. C'est plus facile d'amener le transport en commun là et de motiver les gens de prendre le transport en commun. Ouais. À Chambly, on a plutôt décidé de mettre des projets de grande densification, ça et là, un peu partout dans la ville, mais notamment dans le quartier historique. Donc, des 5 projets qui ont été présentés puis qui sont à différents niveaux de construction actuellement à Chambly, il y en a 4 qui ont eu bisbille assez importante avec les citoyens. Donc, il y a Aéra, qu'on nous en parle sans arrêt, les gens ne sont pas contents, c'est trop près du fort, c'est trop près du quartier historique. Puis en plus, Aéra, bien, ça vise seulement qu'un type de clientèle. Hein? Donc, c'est le baby boomer vieillissant qui vend sa maison, qui n'a pas de place dans les RPA. On le sait, les 4,5 dans les RPA, c'est rare. Donc, qui va aller rester là. Autre projet, l'Humicité. L'Humicité, ça a valu à la Ville, en 2022, une poursuite de 20 millions de la part du promoteur. Puis ça, c'était seulement à cause d'une dizaine de maisons que la Ville n'a pas fait son porte-à-porte, si vous aimez mieux, là, le conseiller du coin, pour aller au-devant des citoyens et leur demander c'est quoi les attentes. Donc, à un moment donné, il y a eu registre, ça a été bloqué, le promoteur s'est reviré de bord et collé une poursuite de 20 millions à la Ville. Donc, encore bisbille. Après ça, il y a eu le projet, en fait, il n'est pas levé de terre encore, mais le projet de la Bénette. Donc, le projet de la Bénette, alors que j'étais au conseil, on avait voté pour ne pas aller avec le groupe sélection et on avait gagné. Aussitôt que je suis parti du conseil, Mme la mairesse s'est empressée de signer avec le groupe sélection. Comme je l'avais prévenu, puisque je viens du milieu financier, le groupe sélection était super endetté. Le groupe sélection a fait faillite. Il y a le syndic de faillite qui a vendu les terrains. C'est le groupe Corev de Montréal qui a acheté les terrains.
La Ville a dû aussi aller devant les tribunaux pour obliger le groupe Corev à démolir la bennette qui était rendue trop dangereux. Donc ça, c'est un projet qu'on est en attente, mais en faisant le porte-à-porte, déjà, les gens disent on ne peut pas aller mettre quelque chose là de grande densification. Puis après ça, bien, le dernier, l'autre projet un peu qui crée de la bisbille, le golf, que vous avez parlé. En fait, il y a le projet Gloria Cité, qui, lui, ne semble pas susciter tellement de bisbilles, là. Donc, il y en a un sur les 5. Il reste une minute et demie Oui. à peu près. Il y a l'économie locale que vous souhaitez redynamiser, Oui. puis vous souhaitez en fait une vision claire et transparente là, de la ville. Peut-être nous expliquer là, en 2 mots là, vos positions là-dedans. Bon, à Chambly, je pense que c'est de notoriété publique, là. On n'a pas assez de commerce, on n'a pas assez de restaurants. Quand que vous rentrez dans notre parc industriel, on a des gros immeubles vacants. On a même des immeubles vacants qui sont neufs. Donc, il faut comprendre que le rôle du maire ou de la mairesse, c'est un rôle d'ambassadeur de sa ville. Moi, je viens du milieu des affaires. Donc, c'est sûr que ça, c'est pour moi un beau canevas complètement vierge d'aller développer la ville, d'encourager les commerces à venir s'installer, des restaurants à venir s'installer à Chambly, d'occuper notre parc industriel. J'ai d'ailleurs une mesure que je veux proposer. J'aimerais qu'on regarde sérieusement pour mettre un accès plus direct dans le parc industriel. Les différents acteurs du parc industriel à qui j'ai parlé s'attendent à ça. Ça va rehausser l'attractivité de notre parc industriel. Donc, j'ai une vision que je veux développer beaucoup plus le commerce, l'entrepreneurship, d'amener des différentes industries à Chambly. Il faut comprendre que Chambly, toute proportion gardée, on a 33 000 de population, un budget de 65 millions. Vous allez voir une ville comme Saint-Bruno qui a 32 000 de population, qui a un budget de 104 millions. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que Saint-Bruno a su, au fil des années, développer son parc industriel pour aller chercher des gros locataires. Donc, c'est ce que je m'entends faire. M. Lambert, merci infiniment. Bonne campagne électorale. Et puis, on vous souhaite bonne chance, bien sûr, pour l'élection de novembre prochain. Merci, M. Tremblay. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Je vous souhaite un bon week-end, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.